Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Député fédéral donc à la Chambre pour le Parti Socialiste. Vous avez applaudi l'exploit des Diables Rouges ce matin? Ah oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis j'ai regardé le match surtout. Et je trouve que d'avoir aligné Dries Mertens, Kevin De Bruyne et Eden Hazard en même temps montre que l'option offensive finalement réussit bien aux Diables Rouges. Donc je crois qu'il faut continuer. Et vous en tirez une maxime politique? La meilleure défense, c'est l'attaque? La meilleure défense, c'est sans doute l'attaque, mais surtout de la rigueur, de la discipline, de la continuité, de la constance. D'ailleurs, grâce à cela, les Diables Rouges sont premiers au ranking FIFA. Et donc, à nouveau, il faut les féliciter. Alors, on ne va pas faire une analyse du match, mais que la NVA n'applaudisse pas, par contre, les Diables Rouges ce matin, c'était anecdotique ou symptomatique? Non, c'est symptomatique. Ils ont un ressentiment pour la Belgique. Ils sont séparatistes. Le MR essaye de nous le faire oublier. Nous ne n'oublions pas, nous savons à qui nous avons affaire. Et donc l'alliance des droites nationalistes et libérales ne doit pas nous faire perdre de vue que malheureusement ces deux-là s'entendent pour détricoter la Belgique, soit la détricoter au plan social, ouais. C'est Laurette Collins qui a demandé à ce qu'on applaudisse les Diables. Les libéraux francophones flamands ont quand même applaudi. Hein. Oui, tout à fait, mais moi je ne mélange pas tout le monde. Je veux dire, je ne vais pas confondre les libéraux flamands avec la NVA, ça n'a rien à voir. Je dis juste qu'on a ici deux attaques frontales contre le modèle belge, une attaque contre le modèle social et économique belge d'un côté, ça c'est la droite libérale, et puis une attaque contre la Belgique institutionnelle, contre l'unité du pays, et ça c'est évidemment l'option, la stratégie à long terme de la NVA. Ouais. Est-ce que le débat est de nouveau en train de se polariser entre l'EPS, premier parti d'opposition d'un côté, et la NVA de l'autre? Je vous cite des propos qui ont été tenus ce matin à la Chambre. Nous faisons le ménage après 25 ans de socialisme. Ce n'est pas un malade imaginaire dont nous avons hérité, c'est un vrai malade. C'est Hendrik Veuille, chef de groupe de la NVA. Oui, ces propos sont d'une violence inouïe. Quel est le bilan du nationalisme à travers l'histoire? Est-ce que je dois vous faire un dessin? Est-ce que je dois rappeler que le nationalisme, c'est la haine de l'autre, c'est l'idéologie du même, c'est le ressentiment pour tout ce qui n'est pas exactement comme soi? Donc le bilan du nationalisme, c'est un bilan désastreux au regard de l'histoire. Le bilan du socialisme, c'est la sécurité sociale, c'est la solidarité, c'est davantage de droits de l'homme, c'est l'égalité, pas l'égalité abstraite, l'égalité réelle. Donc moi, je suis prêt, quand il veut, à faire une comparaison des bilans politique d'un côté du nationalisme et de l'autre de la social-démocratie. Je ne suis pas sûr qu'il en ressorte gagnant. Alors, il y a eu le discours de Charles Michel hier dans l'hémicycle. Vous n'avez pas applaudi, mais il y a quand même eu beaucoup moins de chahuts et beaucoup moins de tensions qu'il y a un an. Est-ce que ça veut dire que le Charles Michel de la seconde année est plus convaincant que le Charles Michel de l'année dernière? Non, l'année dernière, nous étions remontés pour une raison très simple, c'est qu'il n'assumait pas le fait qu'un certain nombre de membres de son gouvernement et pu commettre un certain nombre de dérapages avec une outrance, une outrecuidance inouïe, et notamment des amitiés sombres avec des anciens collaborateurs des nazis. Il n'a pas vu l'assumer devant la Chambre. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, d'abord souhaité avoir un débat avec lui l'année passée, et alors après, on parle de chahut. Non, il s'agit de résister, de faire en sorte que ne se propagent pas dans la société à petite dose des idées nauséabondes. Et donc par rapport à cela, nous rappellerons toujours à Charles Michel ses devoirs de Premier ministre. Et sur la politique, il y a quelque chose qui a changé entre l'an dernier et cette année? Malheureusement, là... Vous nous dites que le climat n'est plus le même parce qu'on n'est plus dans les mêmes polémiques. Est-ce que sur le programme, il y a eu un changement? Non, le gouvernement Michel continue à aller droit dans le mur et finalement à organiser une régression sociale généralisée sous prétexte d'assurer la prospérité économique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la régression salariale. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez, quand on dit jobs, jobs, jobs et qu'on dit que la première priorité c'est l'emploi et qu'on dit qu'on est lucide, est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Est-ce que vous ne pourriez pas saluer? Non, il dit job, 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 nous disons taxe, taxe, taxe. Donc en réalité, que fait ce gouvernement? Il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Il y a d'abord les SODADEX. SODADEX sur les salaires, SODADEX sur les revenus de remplacement. Sur le SODADEX salaire, ça fait une perte de revenus disponibles pour les ménages de 2,5 milliards. Oui, c'était l'an dernier, ça. Non, pas du tout. Il faut revoir l'ensemble. Aujourd'hui, les gens ressentent les effets de l'ensemble de la politique de régression du gouvernement Michel. Laissez-moi juste terminer ce petit raisonnement. Ce sera vraiment le seul développement un peu long que je ferai. Avec le SODADEX sur les salaires, perte de 2,5 milliards de masse salariale. Avec le SODADEX sur les revenus de remplacement, pension, allocation, 1,2 milliard. Vous rajoutez à ça tous les impôts sur la consommation, la TVA sur l'électricité, les accises, vous avez arrivé à une perte de revenus disponibles de 6,5 milliards. 6,5 milliards. En échange de quoi?
à l'horizon 2019. Alors tout ce que je viens de dire, c'est tout de suite maintenant qu'on prive les gens de revenus. À l'horizon 2019, une compensation par une réduction d'impôts de l'ordre de 3,2 milliards. Ce sont les chiffres du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une pression sur les revenus disponibles de l'ordre de 6,5 milliards et qu'on va les compenser pour moitié à l'horizon 2019. Ouais. Voilà la politique du gouvernement. On assomme d'abord les gens et puis on prétend éventuellement leur donner un peu de diminution d'impôts aléatoire à l'horizon 2019. Oui, c'est ça l'injustice sociale et fiscale du gouvernement Michel. Les diminutions d'impôts vont quand même commencer dès l'année prochaine, même si on ne sera pas au fameux chiffre des 100 euros l'an prochain, il y aura quand même déjà de premières réductions. Vous mettez le doigt sur ce qu'il y a de plus important dans ce qui est présenté. C'est finalement l'élément central de la supercherie. C'est-à-dire que toutes les taxes, toutes les privations de revenus disponibles, c'est maintenant tout de suite. On assomme les gens immédiatement. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils ont un trou budgétaire d'1 milliard qu'ils font combler et donc ils anticipent toutes les taxes qu'ils imaginaient pouvoir prélever plus tard. C'est uniquement budgétaire. Et à l'horizon 2019 seulement, ils prétendent pouvoir assurer 100 euros à un travailleur sur deux. On parle de 80 euros à partir de l'année prochaine. Donc il y a déjà un effort qui est entamé l'année prochaine. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que progressivement, pour certains travailleurs, il y aura une amélioration. Les autres devront attendre beaucoup plus longtemps, car tout dépend des mesures qui seront introduites pour pouvoir arriver à ce fameux chèque de 100 euros. Mais chèque de 100 euros qui sera complètement neutralisé, complètement absorbé par des taxes nouvelles sur la consommation, TVA électricité, ou par le Ça veut dire qu'il ne Sodadex. fallait pas le faire, ce tax shift, ce basculement fiscal? Il fallait le faire, mais pas comme le gouvernement Michel l'a fait. Il fallait diminuer l'impôt sur le travail et augmenter l'impôt sur le capital. Pas avec leur fameuse taxe qu'aujourd'hui la presse financière appelle Hilarus. Donc vous auriez fait la même chose, mais pas dans les mêmes proportions. Nous aurions fait ce que le gouvernement Di Rupo a fait. C'est-à-dire le gouvernement Di Rupo a été recherché plus de 5 milliards d'euros sur les revenus du capital, quasi 2 milliards sur la fraude fiscale, soit une enveloppe globale de 7 milliards, ce qui nous a permis de consolider la sécurité sociale et de faire des réductions d'impôts ciblées. On ne va pas donner trop de chiffres, mais mettez-vous à la place du citoyen, du salarié, parce que ce sont les salariés qui sont les premiers concernés. Un gain de 100 euros, parfois plus, par mois, pour beaucoup de citoyens, ça fait une différence. Mais pas du tout, puisque ces 100 euros vont être complètement absorbés, neutralisés par les augmentations de taxes sur l'électricité, Vous avez déjà fait une simulation les acquis sur le diesel. Absolument. En réalité, ce qu'on observe, c'est que 10% seulement des travailleurs seront gagnants un chouïa, un tout petit peu. Les autres seront perdants, c'est-à-dire qu'il y aura davantage d'impacts négatifs, d'effets négatifs du Sodadex, je rappelle, qui est un impôt sur le salaire, et des taxes sur la consommation, donc ce sera davantage d'effets négatifs que ce qu'ils ne gagneront avec la prétendue réforme fiscale les membres de la majorité du gouvernement Michel. disent les taxes qu'on va mettre donc, sur le diesel, sur le soda, les cigarettes, etc., sont des taxes où on peut agir par le biais du comportement, donc on n'est pas obligé de les payer. Mais je crois que ça fait rire tout le monde, même Maggie De Bloch, ministre de la Santé, n'y croit pas elle-même, puisqu'elle remet en cause la taxe sur les sodas. Et puis pour le reste, le diesel, 6 voitures sur 10, c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, aller chercher les enfants et toute une série d'autres besoins. C'est cela qu'on pénalise, mais ça c'est directement dans la poche des gens. Donc c'est une vaste supercherie que de croire qu'on diminue l'impôt sur nos concitoyens, l'impôt sur les travailleurs. Au contraire, malheureusement, ils vont devoir dépenser davantage au moment où ils consomment, au moment où ils payent leur électricité, au moment où ils font le plein, sans compter, je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler, le gouvernement Michel l'occulte, il n'en a même pas parlé dans son discours, le Sodadex, c'est une réduction de salaire. Alors une question quand même sur une autre mesure, qui est l'exonération de charges fiscales sur le premier employé. La première personne qu'on embauche, c'est une bonne mesure ou pas ça? Nous attendons de voir les textes, voir si la mesure ne va pas être contournée à des fins qui dépassent l'objectif annoncé par le gouvernement. Est-ce que c'est dangereux pour la sécurité sociale? Nous n'avons pas attendu, nous, alors je vais revenir sur la sécurité sociale, nous n'avons pas attendu, nous, le gouvernement Michel, pour faire des propositions et même concrétiser des aides ciblées au recrutement de l'emploi, tant au niveau de la sécurité sociale qu'au niveau de l'impôt. Ici, nous attendons de voir, c'est une masse importante, c'est vrai, mais il faut surtout s'assurer que la mesure ne soit pas contournée par des manœuvres. Vous savez qu'à côté de l'ingénierie fiscale, il y a aussi l'ingénierie sociale. Nous, ce que l'on veut, c'est un véritable contrat économique. On réduit les cotisations sociales, d'accord, de manière ciblée, mais sans compromettre le financement de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle il faut des nouvelles recettes sur la spéculation et sur l'impôt sur le capital. Et pour le reste, ne perdons pas de vue une chose, c'est que quand on s'attaque à la sécurité sociale, et c'est ce que va faire le gouvernement Michel, parce qu'il y a des économies sur les soins de santé qui d'ores et déjà sont annoncées. Pour une raison très simple, ils ont réduit la norme de croissance des soins de santé. C'est une perte de 3 milliards sur la Sécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, à cause du gouvernement Michel, les gens vont payer plus cher leurs médicaments,
plus cher leurs soins de santé, plus cher les frais d'hospitalisation. Or, quand on prive les gens de protection sociale, on les prive d'un salaire indirect. Mais quand les entreprises embauchent plus facilement, notamment les indépendants, les petites entreprises, parce qu'on a exonéré de taxes, avec plus de gens au travail, moins de gens qui dépendent de la sécurité sociale ou de l'allocation chômage. Qu'on aide les indépendants, qu'on aide les PME, pas de problème. C'est le poumon économique de la Belgique. Par contre, à côté de cela, il y a des réductions de cotisations sociales qui vont profiter à des grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Ça va juste permettre d'augmenter les dividendes des entreprises. Il y a donc un transfert de la poche des travailleurs vers la poche des actionnaires. C'est ce que fait le gouvernement Michel. Avec cela, il menace le financement de notre sécurité sociale. Et je le répète, la sécurité sociale, c'est une partie du salaire des travailleurs. Aujourd'hui, donc dans les minutes qui viennent, patrons et syndicats se retrouvent, c'est la concertation sociale. Il y a une chance qu'ils s'entendent ou le contact est rompu? J'ose espérer que les organisations de travailleurs seront enfin entendues. Mais enfin, le gouvernement... Vous étiez dans la rue il y a une semaine, vous, j'imagine. Bien entendu. Le gouvernement Michel ne joue pas son rôle d'arbitre. Il a choisi le camp du patronat. D'ailleurs, les premiers, finalement, à avoir félicité le gouvernement pour son annonce sur le budget, sur la réforme fiscale, c'était le patronat flamand, la FEB. Est-ce que ça veut dire que notre système de concertation sociale, ce modèle belge, n'existe plus? Elle est aujourd'hui bancale. C'est-à-dire que ça fonctionne quand l'État est arbitre. Quand l'État prend parti pour un banc plutôt que l'autre, en l'occurrence ici le banc patronal, ça ne fonctionne pas, c'est déséquilibré. Donc le gouvernement Michel sort de son rôle en choisissant les actionnaires, le patronat, plutôt que les intérêts des travailleurs. Et par ailleurs, notons aussi que quand je parle de la sécurité sociale, quand je parle des taxes sur la consommation, la classe moyenne est attaquée de plein fouet. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'EMR aujourd'hui a abandonné la classe moyenne. On se rappellera donc que l'EMR avait 3 grandes promesses électorales. On n'augmentera pas la TVA sur l'électricité, on ne touchera pas à l'âge légal de la retraite et il n'y aura pas de saut d'index. Ils ont fait les 3. Et ces 3 éléments sont des attaques sur les travailleurs dans leur ensemble, mais aussi sur la classe moyenne. L'EMR a aujourd'hui abandonné la classe moyenne. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle des élections communales, si vous voulez bien. On est à mi-parcours dans la législature. Est-ce que Philippe Pivin a un bon bilan à Kuckelberg? Un bilan très mitigé. C'est un bilan très mitigé. J'ai toujours considéré que... Vous êtes moins dur avec Philippe Pivin qu'avec Charles Michel, hein? Non, mais je siège au conseil communal, je vois chaque mois les dossiers... Vous ne pouvez pas dire que le bilan de Charles Michel était mitigé. Non, mais je je vais y venir. Ouais. La majorité, pas que Philippe Pivin, mais la majorité a décidé d'augmenter, par exemple, le précompte immobilier sur les maisons d'habitation. Il y a des gens qui ont une augmentation de leur facture fiscale de 200, 300, 400 euros. Les gens ne comprennent pas, ça touche même les pensionnés. Deuxième élément, il y a des dépenses de prestige qui, à mon avis, ne se justifient pas. Le musée du chocolat. Alors qu'on a besoin, par exemple, le musée du chocolat, alors qu'on a besoin... Pas le faire. Non, pas dans le contexte budgétaire de la commune et pas en raison aussi des besoins essentiels de la commune. Des places dans les écoles, des places dans les crèches, tout ça est déficitaire à Kuckelberg. Il le sait. Mais malheureusement, aujourd'hui, de ce point de vue, son bilan est déficitaire. Je voudrais ajouter une chose, c'est que sur le plan des finances communales, il y a un gros problème à Kuckelberg, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a eu ces dernières années un problème de gestion au niveau des finances communales qui fait qu'aujourd'hui, il y a toute une série de créances, de droits que l'on doit à la commune, donc d'argent que l'on doit à la commune, qui n'est pas rentré dans les caisses de la commune. Et là, j'en veux à l'échevin des finances. Davantage qu'au reste du collège, qui porte une lourde part de responsabilité. Et on n'a pas récupéré tout l'argent qu'on aurait dû récupérer. À hauteur de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Depuis plus d'une dizaine d'années, je ne dis pas que tout peut être récupéré, mais il y a un certain nombre de choses qui posent question. Et là, je le répète, l'échevin des finances à Kuckelberg et CDH1 avait la responsabilité de ce dossier. Il l'a mal géré et aujourd'hui, on en paye le prix. On commence à beaucoup parler de 2018. Vous en doutez. On a beaucoup parlé de vous comme étant potentiellement un renfort de poids pour une autre locale socialiste dans une autre commune. On a parlé de Molenbeek. Ce matin, dans la Libre Belgique, on écrit qu'on pourrait vous demander d'aller donner un coup de main à Jette. On vous l'a proposé ou pas? On me voit un peu partout. Écoutez, moi, je tisse des liens avec la population partout à Bruxelles, puisque je suis député fédéral. Je fais un travail depuis très longtemps. Ma question, c'est est-ce qu'on vous a proposé d'aller à Jette? Vous savez, je ne vais pas nier qu'il y a des discussions ici ou là et qu'on vous sollicite. Je ne vais pas, moi, ici, vous raconter des carabistouilles. Simplement, jusqu'aux dernières nouvelles, je suis
à Kuckelberg, je travaille au plan politique à Kuckelberg, je me bats pour les habitants de Kuckelberg, et pour le reste, sauf imprévu, je serai à Kuckelberg. Oui, sauf imprévu. Ça pourrait être un imprévu de se dire que ça pourrait être plus sympa d'être échevin, voire bourgmestre dans une commune, que l'éternel opposant à Philippe Pivin. Hubert Reeves, l'astrophysicien, disait dans l'absolu, tout est possible. Donc nous verrons ce que l'avenir nous réservera. Merci Ahmed Laouèche, on se retrouve demain à 12h45 pour l'interview en direct, 19h45, 21h45, 23h45 pour les couches tard, pour les rediffusions. À demain.